Rejoignez à l'instant, vous êtes en direct de la télévision du Monde. Voici les titres de cette édition de l'actualité. À la une, société, il met le feu sur sa femme et ses enfants. L'histoire se déroule en Bouddha, département des Bambotos, région de l'Ouest Cameroun. Fort heureusement, les victimes s'en sortent malgré des brûlures de deuxième degré. Lumière sur les faits dans quelques minutes. Toujours en fait de société, de redoutables malfrats spécialisés dans le braquage à main armée ont été neutralisés par les éléments du commissariat de Penja. Dans ce journal, Jean-Germain Yetna et Jeanne Ignonta nous retraceront le film de leur arrestation. À suivre également dans cette édition de l'information, des vendeurs du marché s'expriment au sujet de la flambée du prix des œufs. Depuis l'arrivée du coronavirus, ils ont été au micro de Zobel Apollinaire Bonne cet après-midi. Et l'actualité internationale nous emmènera en Côte d'Ivoire, où depuis la victoire, il y a quelques jours, ce monde Alassane Ouattara, annoncé par la commission électorale, la population craint une montée des violences à la suite du boycott du scrutin par l'opposition. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue au 19h45, je vous retrouve dans un instant. Une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs, dans cette édition, en fait, société, il met du feu sur sa propre femme et ses enfants. L'histoire rocambolesque se déroule à Bouddha, dans le département des Bambotos, région de l'Ouest Cameroun. Fort heureusement, les victimes s'en sortent avec des brûlures de second degré et sont actuellement en soins intensifs dans un hôpital de la place. Jean-Germain Yetna et Rostand Difo nous racontent. Tout a presque volé en éclats dans cette concession familiale située au lieu dit Texaco, à Bouddha, dans le département des Bambotos, région de l'Ouest Cameroun. Passer des menaces à l'endroit de son épouse et sa progéniture, le chef de famille est finalement passé de la parole à l'acte. Foté Kunepo Ferdinand, puisqu'il s'agit de lui, a mis du feu dans son domicile, avec à l'intérieur sa femme et ses 4 enfants. Ils sont tous à l'hôpital. Tu as mangé? On va monter tout à l'heure, tu vas manger. On achète ce que tu vas manger, tu comprends? Fort heureusement, les occupants ont réussi à s'en sortir des flammes, mais sentir avec des brûlures au second degré et transportés en urgence par le concours des voisins dans un centre hospitalier de la place. J'ai reçu une mère de 4 enfants qui est venue dans un contexte d'incendie et de brûlure. Donc on a reçu au total 5 brûlés. Donc parmi les 5 brûlés, il y a un enfant de 17 ans qui a un pronostic un peu réservé. Donc les 4 autres ont un pronostic favorable. Donc la prise en charge initiale a consisté à une réanimation et à un débridement. Donc actuellement tous les bilans sont en cours. Je suis rentré moi du marché. Comme mon mari, il a l'habitude de boire, c'est un bon soulard comme il peut dire, parce que sur chaque jour du marché, il saoule. Il rentre, il commence à parler, personne ne lui peut pas répondre. Parce qu'il connaît comment lui-même, quand tu réponds, c'est là où il s'aggrave. On est resté maintenant à la maison. L'enfant veut faire frire le maïs. Le popcorn qu'il a payé, il dit que demain il va partir à l'époque avec le popcorn. L'enfant est entré pour faire le popcorn. Son père est venu là-bas. Le machette qu'il a pris pour couper le bois, il a dit que c'est son machette, que l'enfant donne la machette. L'enfant lui a donné la machette. Dès que l'enfant a donné, il est parti maintenant chercher un gros bois pour cogner sur l'enfant. Ce sont les voisins maintenant qui sont sortis pour défendre l'enfant. On a pris voilà, le gros bois là. Il a maintenant décidé, il a dit qu'il va brûler la maison. Nous on pensait que c'était les blagues. Comme mon garçon était dedans, et mes 2 garçons étaient dedans et j'étais assis dehors avec le bébé. J'ai seulement compris comme le feu. Donc je ne connais même pas comment le feu ça a commencé. J'ai seulement compris comment quelque chose a fait pouf. Ça m'a attrapé dehors et brûlé mes mèches comme ça dans ma face et pour l'enfant.
Et le garçon qui était dedans étant déjà couché, avant de sortir, ça lui a attrapé. Celle qui était aussi à côté de la porte, et ce qui pour lui est plus grave là. En sortant, ça lui est pris. Donc les autres enfants étaient au salon en train d'apprendre. N'eût été la prompte réaction des forces de l'ordre, le mari en question aurait été lynché par les riverains très remontés contre cette tentative d'assassinat. Non, il a l'habitude, quand il soleil nous dérange comme ça là. Mais cette fois-ci, il a dit qu'il va nous brûler, mais il ne pouvait même pas croire. Il dit vrai, il comprend seulement le feu que nous avons sur les enfants. Les petits enfants, l'autre là, il voulait seulement esquiver. Comme il est passé devant la cour pour traverser, pour sortir hors de la barrière, ça lui est pris aussi. Et ces deux sœurs aussi ont les blessures, mais c'est moins grave. Foté Kounepo Ferdinand est actuellement en garde à vue à la brigade terre de Bouddha. Passé aux aveux complets, l'homme reconnaît les faits et justifie son acte criminel par le manque de respect quotidien de son épouse et ses enfants montés contre sa personne. Fort heureusement, cette mère d'enfants et sa progéniture sont sortis vivants. Toujours en fait de société, mais cette fois-ci en Corse-en-Bas, dans le département du Mungo, région du littoral, des malfrats redoutables qui semaient la terreur dans la ville et ses environs ont été neutralisés par les éléments de la gendarmerie de Penja. Ils avaient braqué tour à tour le lycée bilingue ainsi que la commune de la ville. Jean-Germain Letna et Janine Yonta nous en parlent. Lourdement armé, le gang de malfrats a d'abord fait éruption au lycée bilingue de Penja, dans le département du Mungo. Après avoir ligoté le vigile en faction, ces bandits de grand chemin ont éventré plusieurs bureaux, notamment celui du proviseur du lycée, et emporté du matériel important. J'arrive au lycée ce matin à 6h30, comme d'habitude, constater justement qu'ils sont entrés dans le bureau, ils ont cassé la porte d'entrée. Ils ont également cassé l'entrée de mon bureau et ils ont mis ce bureau sans dessus-dessous. Et à première vue, ce que je constate, c'est qu'ils ont pris mon téléviseur, ils ont emporté un laptop qui, grâce à Dieu, a été retrouvé dans les herbes quelque part. Après le lycée bilingue de Penja, ces hors-la-loi ont mis le cap sur la mairie de la ville éponyme. Cette même nuit du lundi à mardi, où ils ont également tenu un respect le gardien en service avant de commettre leur sale besogne. C'est la nuit, les gars sont venus du lycée. Ils ont braqué, ils ont arrêté le gardien, ils ont attaché le gardien. Ils ont cassé la poche à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'ils ont pris. Donc c'est après les délégations du procureur qu'on verra ce qu'il y a maintenant. Il était 2h le cas quand j'ai suivi 5 balles. Bon, je ne savais pas de quel côté ça venait. Au moment de 7h30, je me lève pour prendre mon petit déjeuner. Dans mon quartier, les rumeurs courent qu'on a tué un voleur au niveau de la mairie de Penja. Alertés par les cris de détresse du gardien du lycée, les éléments du commissariat de Penja vont engager une patrouille avec en prime des échanges de coups de feu bien nourris entre les hommes maintenus et les malfrats. Et l'un parmi les 7 malfrats a été abattu à bout portant et identifié au nom de Ngando Junior avec par derrière lui un poignard et une arme de fabrication artisanale. Mais j'apprends plutôt que ça a commencé au niveau du lycée. C'est après le lycée qu'ils sont descendus au niveau de la mairie et le bruit a commencé au niveau du lycée. C'est ça qui a attiré l'attention de la police, dont des éléments qui étaient de garde hier soir. Et puis ils se sont rendus compte de ce qui était en train de se passer. C'est là où maintenant eux, ils passent maintenant tout leur temps maintenant à essayer de voir comment ils vont localiser ce cambrioleur. Enseigner, ce n'est pas un gars de Penja, parce que c'est un gars de Penja, parce que la majorité des gens ne le remarquent pas. Peut-être qu'ils sont ailleurs. En remerciant de bons points engrangés par la police, les populations de Penja expriment le vœu de voir pareil acte se répéter dans cette localité
afin de traquer jusqu'à leur dernier retranchement ces hommes sans foi ni loi. Et je félicite vraiment beaucoup notre cher commissaire Abou Jonas qui assure vraiment la sécurité de la population dans ces localités. De quoi ils sont capables. Puisque beaucoup disent qu'il n'y a pas de la police à Pendia. Mais aujourd'hui, avec ça, ils ont prouvé que cette police qu'on sous-estime là, ils sont là. Nous vivons dans une localité qui faut la sécurité. Et quand la sécurité bat déjà un peu de travail, nous ne pouvons pas apprécier. Et l'enquête ouverte par le commissariat de Pendia va permettre de rattraper ces complices qui sont en cavale. Et les forces de défense de la dite région continuent d'appeler les populations à une bonne collaboration, ce qui, ma foi, est déjà le cas. Rendons-nous à présent dans la capitale politique du pays, Yaoundé, pour nous intéresser à ce communiqué du porte-parole du gouvernement, par ailleurs ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui s'est exprimé au sujet de l'explosion d'une bombe artisanale en Sam dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. D'après le dit communiqué rendu public, il s'agirait d'un bilan de 9 blessés. Les explications, une fois de plus avec vous, Jean-Germain Yetna et Bertrand Angoula depuis Yaoundé. Des populations du quartier Sam sont encore plongées dans la peur totale à la suite de l'explosion d'une bombe de fabrication artisanale dimanche dernier dans un snack bar dancing dénommé Secteur A au lieu dit Columbia dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. Dans un communiqué de presse rendu officiel lundi 2 novembre 2020 au lendemain de la détonation, le ministre de la Communication parle des analyses qui ont été effectuées sur le site par les services spécialisés en la matière qui ont permis de constater qu'il s'agit d'un engin explosif improvisé dissimulé dans un sac de couleur noire et rouge représentant un dispositif électronique à déclenchement à distance composé d'une batterie de moto, d'une carte mémoire et des fils électriques. Pour ce qui est du bilan, René Emmanuel Sadi déclare que l'engin explosif improvisé a provoqué une déflagration ayant endommagé le mur de l'enceinte ainsi que la toiture du snack bar dancing. Le porte-parole du gouvernement précise par ailleurs que 9 clients présents sur les lieux ce dimanche 1er novembre 2020 au moment de l'incident ont été grièvement blessés. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, cependant, rassure les populations que le pronostic vital des victimes enregistré à la suite de cette autre explosion d'une bombe de fabrication artisanale dans la ville de Yaoundé est conduit de toute urgence dans des structures hospitalières n'est pas engagé jusqu'à ce jour. Pour le moment donc, le pronostic vital de ces 9 blessés n'est pas engagé, mais toutefois le gouvernement camerounais a tenu à faire la lumière sur le bilan de ce triste incident. En politique, la 3e session de l'Assemblée nationale pour l'année législative se tiendra le 12 novembre 2020 prochain. L'information a été rendue publique par Kabaye Yegedibril, président de l'Assemblée nationale. Patrick Guagnon pour les détails. La 3e session ordinaire de l'Assemblée nationale du Cameroun se tiendra le 12 novembre 2020. Les élus du peuple se retrouveront pour la 3e fois après les sessions de mars et de juin, clôturant ainsi l'année législative 2020. Dans un arrêté signé ce 2 novembre, Kabaye Yegedibril, le président de l'Assemblée nationale, convoque une session ordinaire de la Chambre basse du Parlement pour le jeudi 12 novembre à 11h. Les députés vont ainsi se retrouver pour la dernière session de l'année. Elle sera consacrée comme à l'accoutumée à l'examen et au vote du budget de l'État pour l'année prochaine et à d'autres textes législatifs. Les prochains travaux vont se tenir au palais des congrès de Yaoundé en attendant la fin de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Au cours de la 2e session de juin, 7 projets de loi avaient été adoptés, parmi lesquels celui portant ratification de l'ordonnance du 3 juin 2020, modifiant et complétant certaines dispositions
de la loi du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2020. Toujours en juin, les députés ont remis une enveloppe de 100 millions de francs CFA au Premier ministre Joseph John Gouté. Il s'agissait de la contribution des élus au Fonds de solidarité nationale contre le Covid-19. Cette session de novembre qui pointe à l'horizon visera aussi de trouver des voies et moyens pour intensifier la lutte contre le coronavirus dont la menace reste permanente. Préparation du budget de l'exercice 2020 dans la ville de Douala, les grands conseillers à l'école des enjeux majeurs du nouveau Code général des collectivités territoriales décentralisées. Les travaux de Douala visent à préciser le rôle du conseiller municipal dans la gestion des mairies d'arrondissement de la ville K de Douala. Frédéric Montomé. Élu à l'issue des municipales de février 2020 dernier et au lendemain de l'entrée en vigueur du nouveau Code général des collectivités territoriales décentralisées, le rôle du conseiller municipal et bien plus du conseiller de la mairie de la ville s'est posé avec acuité. Plusieurs d'entre nous ne savaient pas exactement, ne s'étaient pas approprié l'outil qui devait guider l'action du conseil municipal sur le terrain. Une explication nécessaire à plus d'un titre au regard de la personnalité, des missions, des droits et des devoirs du conseiller municipal dans les mairies d'arrondissement et au niveau de la mairie de la ville, avec la particularité de l'entrée en application du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Nous sommes en pleine période d'apprentissage et d'implémentation de la décentralisation. Et c'est la première fois que le Cameroun fait face à un code général sur les collectivités territoriales décentralisées, avec en toile de fond le 6 décembre prochain qui arrive, l'élection des conseillers régionaux. Seulement, l'exercice qui a mobilisé à la salle des actes de l'hôtel de ville de Douala à Bonanjo, ces conseillers municipaux venus des 6 arrondissements de Douala a donné de noter quelques manquements dans ce nouveau cadre juridique. On a découvert plusieurs coquilles, plusieurs manquements, pour ne pas dire défaillance, du côté du Code général de la décentralisation et des collectivités locales, que du côté de la pratique même de ces textes sur le terrain. Et nous avons constaté aussi qu'il y a eu des imperfections en ce qui concerne cette décentralisation. Nous avons suggéré aussi beaucoup d'autres solutions que nous souhaiterons que l'État puisse mettre ça aussi en pratique pour faciliter vraiment cette décentralisation. Même si l'objectif ici n'était pas de relever cet art constaté dans la loi sur la décentralisation, il est plutôt question de sensibiliser, mieux d'édifier ces conseillers municipaux sur l'armature du Code général de la décentralisation. Il ne s'agit pas simplement de dire que les conseillers municipaux ont été élus et qu'ils ont la science infuse et qu'ils maîtrisent tout le contenu du code. Ils doivent pouvoir donner aux uns aux autres les instruments nécessaires pour pouvoir accéder à l'ensemble des dispositions de ce nouvel outil qui doit participer à une véritable décentralisation du Cameroun. Précisons que cette concertation de Douala se tient en marge des travaux de la session ordinaire du Conseil de la mairie de la ville de Douala, consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'exercice 2021, prévu le 5 novembre 2020 prochain. En santé, coronavirus, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a mis la population en garde contre le relâchement des mesures barrières qui pourraient entraîner une ressurgissance de la pandémie d'ici quelques jours. Plus de détails dans ce reportage. D'ailleurs, il l'a fait savoir à travers un communiqué rendu public. C'est par le biais d'un communiqué rendu public que René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a rappelé à la population qu'à ce jour, la pandémie Corona n'a été ni vaincue ni éradiquée. Un rappel
fait par l'autorité qui interpelle à plus de vigilance de la part des populations. Ce d'autant plus que nombreux sont les cas qui ont été enregistrés ces dernières semaines sur le territoire national et que l'on constate une ressurgissance de la pandémie en Europe et en Amérique. Au regard du relâchement constaté des mesures barrières par les Camerounais, René Manuel Sadi appelle les populations à continuer de respecter les mesures barrières, notamment le port obligatoire et systématique du masque dans l'espace public, le respect de la distanciation sociale, le lavage régulier des mains avec de l'eau courante, propre ou avec du gel hydroalcoolique. Le ministre de la Communication rappelle que la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus se poursuit et tous les acteurs de la chaîne de riposte restent mobilisés de façon optimale sur l'ensemble du pays. À en croire les autorités sanitaires, la pandémie est sous contrôle, mais une ressurgissance n'est pas exclue. D'après les dernières statistiques, le Cameroun compte plus de 21 000 cas positifs, dont 20 000 guéris et 425 décès. Le taux de guérison est estimé à 95%. Les œufs se font de plus en plus rares dans nos marchés. La flambée des prix de ces derniers est bel et bien perceptible. C'est en tout cas ce qu'a constaté notre reporter qui est allé à la rencontre de quelques commerçants qui se sont exprimés à ce sujet. 2300 voire 2400 francs, c'est la somme à débourser pour se procurer une alvéole d'œuf sur le marché. Au prix de détail, un œuf coûte 100 francs chez les revendeurs au lieu de 75 francs ou 3 à 200 par endroit. C'est que depuis quelques semaines, le marché des œufs est influencé par la rareté de cet aliment de plus en plus prisé par les ménages, ce qui justifie la flambée des prix. Un doigt accusateur est pointé sur la pandémie du Covid-19 qui a laissé les traces. Les éleveurs n'ont pas pu vraiment respecter la nutrition des poules pendant cette période de crise. Et c'est ça qui impacte aujourd'hui dans la production. Donc la production a baissé. Pendant la période de grippe aviaire de coronavirus, nous on n'a pas eu de relève. Et les petits éleveurs du quartier n'ont pas eu de... Ayant déjà les pondeuses vieilles, n'ont pas eu de poussons pour faire la relève. Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui sont un peu appelés les gros porteurs, généralement appelés fermiers, qui possèdent un peu de résidus pour satisfaire la population. Raison pour laquelle on a manqué d'œufs sur le marché. L'activité a fortement été perturbée et les vendeurs n'arrivent plus à répondre à la demande sans cesse croissante des consommateurs. Il est difficile de dire qu'on parvient à sortir la même quantité de qu'on vendait avant. Mais quand cela ne tient, il y a aussi moins d'œufs. Donc la demande dépasse l'offre. Donc ce qui fait que le peu qu'on a, il y a des jours, nous sommes au nombre de 13 ici, mais il y a des jours où nous retrouvons 4, on a quelques cartons sur le bar. Face à cette situation qui met en mal aussi bien les vendeurs que les consommateurs, les acteurs du secteur avicole annoncent un retour à la normale dans les tout prochains jours. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont fait les mises en place. Donc d'ici peu, on aura un peu plus de production d'œufs, ce qui pourra résoudre le problème. Il ne reste plus donc qu'à croiser les doigts pour qu'il en soit ainsi. Rendons-nous à présent à Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, pour lutter contre les accidents de la circulation et assurer la sécurité des populations face à la pandémie Corona. Les éléments de la brigade territoriale de la ville ont organisé une campagne de vaccination, une campagne de sensibilisation et de prévention routière qui s'étendra durant 3 jours. Priscille Messéné et Herbert Kouamou. Pour cette campagne de prévention et de sécurité routière baptisée Contrôle Surveillance, Répression rendue à sa 3e génération et axée sur les aspects sécuritaires et sanitaires, le chef d'escadron Bava Bachirou, commandant du groupement territorial de Bafoussam et par ailleurs chef du détachement et de ses hommes, était appuyé sur le terrain au lieu-dit Carrefour Bamengo par une équipe venue du secrétariat chargé de la défense. Il y a un combat dans un collège privé, plus que jamais nous devons veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, surtout pendant leur déplacement, lors des transports publics. Voilà pourquoi nous avons tout à l'heure, avec nous avons effectué des contrôles identitaires, documentaires
et même des fouilles sécuritaires. Donc nous appelons les usagers à être et à collaborer avec nous. Nous avons Pendant 3 jours, ce carrefour, point d'intersection entre les axes Bafoussam, Bouddha, Bafoussam, Tchang, carrefour réputé pour ses nombreux accidents, a vu tous les véhicules passer au scanner. Conseil de sécurité prodigué aux usagers de la route par les hommes de la gendarmerie nationale, contrôle aussi de la pneumatique, vérification de l'état technique et dossier des véhicules, ainsi que le contrôle des pièces personnelles des passagers, fouille systématique de tous les véhicules et des passagers à l'aide des détecteurs de métaux et des détecteurs d'engins explosifs. National d'identité. Excès de vitesse, surcharge, roue usée ou défectueuse, chargement illégal, non-port de ceinture de sécurité sont entre autres les infractions constatées par des pendors. Pour la sécurité des usagers de la route, veillez que les véhicules qui circulent sont des véhicules en bon état. Là, ça nous arrange pour diminuer le nombre d'accidents, parce que beaucoup d'accidents sont causés par l'état vieillissant des véhicules qui circulent dans la chaussée, le surcharge qui empêche même parfois le chauffeur de bien faire son travail dans son confort pour bien mener les passagers qui portent dans sa voiture. S'agissant de l'aspect sanitaire, l'accent a été mis sur la sensibilisation des usagers de la route sur le port correct du masque de protection faciale ainsi que les symptômes de la maladie à coronavirus, les moyens de prévention au 15-10, numéro d'appel d'urgence en cas de présence d'un cas suspect. Opération bien appréciée par les usagers de la route, les contrevenants avaient libre choix, soit payer sur place compte reçu leur amende, soit un procès verbal qui leur était dressé et transmis au parquet. Bon à savoir, les numéros verts de la gendarmerie restent toujours les mêmes, le 113 et le 1501. En culture, la Société nationale des arts musicales, dans un communiqué rendu public, invite tous les usagers de l'art musical à s'acquitter de leurs redevances uniquement dans les comptes bancaires prévus à cet effet. Patrick Guagnon pour les explications. C'est par un communiqué Radio Presse que le président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective a porté à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que certains administrateurs de la SONACAM, n'ayant ni la qualité, encore moins la compétence, effectuent sur le terrain, auprès des usagers, des perceptions directes de la redevance due au titre du droit d'auteur et des droits voisins en violation de la réglementation en vigueur. Le président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective condamne avec la dernière énergie ces pratiques qui non seulement créent des incompréhensions auprès des usagers, mais aussi et surtout ne permettent aucune traçabilité des fonds perçus. Il rappelle de ce fait que les perceptions de la redevance suite évoquées se poursuivent sur l'étendue du territoire national pour le compte de 5 organismes de gestion collective agréés. Nonobstant la période de mise en conformité des dites OGC qui s'étend jusqu'à la fin du mois de novembre 2020. Par ailleurs, tous les paiements dus au titre de cette redevance sont exclusivement faits dans un compte bancaire ouvert à cet effet. Le président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective met en garde tout contrevenant à cette mesure qui, de fait, revêt un caractère conservatoire. Il demande aux usagers victimes de quelque pression que ce soit de se rapprocher de la commission de contrôle des organismes de gestion collective située au 3e étage de l'immeuble en face du collège Matanfen, 6 au quartier Loncac à Yaoundé. En sport, le sélectionneur des Lions indomptables a publié la liste des joueurs sélectionnés pour la double confrontation contre le Mozambique pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Antonio Conceição a donc donné les 24 joueurs qui ont été choisis pour l'occasion. Armand Brice Ngomo, Bertrand Ngoula. Jean Onana, tout juste prêté par Lille à Excel Mouscron et Samuel Oumbouet du club d'Altag en Autriche faisait partie des novices convoqués en septembre dernier. Il se retrouve encore sur la nouvelle liste d'Antonio Conceição. Après les 32 joueurs présélectionnés pour cette double confrontation, le sélectionneur des Lions indomptables a décidé de se séparer des 8 intégrants
nationaux. Parmi les joueurs dans la liste d'attente figurent Blondinouk, gardien de but de Stoke City en Angleterre, le défenseur Maki Frambagnac de FK Partizan Belgrade, Amat Gouyanza, défenseur de Dijon France, les milieux de terrain Iteki Brescian de Grenade en Espagne et Rola Martin d'Antwerp en Belgique. Du côté des attaquants, Stéphane Zobo de Toulouse FC en France, Eric Ayouk de Osmanli Sport en Turquie et Sediki Aboubakari de Union Sportive des Douala. Les joueurs sélectionnés en outre le retour de Christian Bassogok, l'attaquant de Enan Jenny FC en Chine, était absent lors du stage des Lions Indomptables aux Pays-Bas en octobre dernier. L'international camerounais avait été éloigné des pelouses après avoir été testé positif au Covid-19. Autre joueur de retour dans la tanière, Eric Maxime Choupo-Moting, le joueur du FC Bayern Munich en Allemagne, et Vincent Aboubakar de Besiktas en Turquie, tout comme Stéphane Baoukan, attaquant du club d'Angers en France, et Arnaud Djoum et Al Riyad en Arabie Saoudite. Le grand absent de cette liste, Nicolas Nkoulou, on ne verra pas le défenseur du Torino sous les couleurs nationales cette fois-ci. Parmi les nouveaux joueurs qui sont convoqués, on retrouve le gardien de but Simon Omosono de AS Vita Club en RDC, Olivier Mbezo de l'Union Philadelphia, Fabrice Nga de Raja Casablanca au Maroc. Le 12 et 16 novembre prochain, le Cameroun affronte la Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2022. Les Lions Indomptables comptent 4 points après 2 journées de rencontres. Fin. En Côte d'Ivoire, avec 94% de voix, le président Alassane Ouattara briguera désormais un 3e mandat. Selon la commission électorale, un résultat qui a été tout de suite refuté par les membres de l'opposition, et les populations craignent une montée de violence dans les prochains jours à ce sujet. Les détails avec nos confrères de TV5 Monde. Dans le quartier de Yopougon, quelques heures après l'annonce des résultats provisoires, l'inquiétude règne. Ici, la victoire d'Alassane Ouattara n'a surpris personne. Le scrutin, boycotté par l'opposition, laissait peu de place au doute. Mais ce que les habitants ne savent pas, c'est de quoi seront faits les prochaines heures et les prochains jours. Car tout le monde a en tête la crise politique meurtrière de 2010. Jusqu'à présent, la psychose est encore là. Vous voyez, Abidjan est vide. La grande capitale est vide. Il faut qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent, et je sais qu'en discutant, ils vont s'entendre. Le quartier Clocha est réputé favorable au RHDP, le parti du président Ouattara. Problème, il est voisin du quartier Abobo Bawale, favorable à l'opposition. En 2011, il y a eu des accrochages violents. Cette année, les jeunes sont regroupés en plateforme pour éviter tout nouvel affrontement. En dehors des partis politiques, nous sommes des frères, nous sommes des Ivoiriens, nous devons vivre ensemble. Nous ne devons pas laisser les politiciens entacher notre vivre ensemble. Beaucoup ne sont pas allés voter parce que leur leader politique peut-être avait demandé à ne pas aller voter. C'est vrai, mais je peux dire que plus de la moitié de ceux-là qui n'ont pas voté, c'est parce qu'ils avaient peur. Jusqu'à maintenant, le dialogue semble fonctionner et aucun affrontement n'est à déplorer entre Clocha et Abobo. Mais le scrutin présidentiel n'a pas mis fin à la crise politique. Dans les quartiers, comme dans tout le pays, la situation pourrait encore déraper. Aux États-Unis, les Américains se sont rendus aux urnes ce 3 novembre après une campagne agressive et bien agitée par la pandémie coronavirus dans un pays divisé par 2 camps, les partisans de l'ancien président, du président sortant Donald Trump et du démocrate Joe Biden. France 24. Ce n'est pas encore une danse de la victoire, mais Donald Trump espère bien transformer une nouvelle fois l'essai. Lui qui a créé la surprise en Pennsylvanie il y a 4 ans est donné battu par Joe Biden dans les sondages cette année. Mais l'écart ne cesse de se resserrer. Le président sortant assure que s'il l'emporte dans cet état clé, le scrutin sera plié. Mais il dit exactement la même chose dans le Michigan ou en Floride. La Pennsylvanie, longtemps acquise aux démocrates, est très divisée et les scrutins sont souvent serrés. Les villes votent majoritairement démocrates, les zones rurales républicains. So Pennsylvania lost half of your manufacturing jobs. Think of it. Joe Biden is a corrupt politician who sold out to Pennsylvania
to China. Joe Biden aussi a bien compris l'intérêt de cet État. C'est là qu'il avait démarré sa campagne il y a 18 mois et c'est là qu'il la termine. Si Hillary Clinton, battue sur le fil, y avait négligé le vote ouvrier en 2016, Joe Biden a ratissé l'État pour tenter de mobiliser toutes les classes. We can only get this done in Pennsylvania, Pennsylvanians vote. We got to make sure everyone returns their ballot or vote tomorrow. Make sure everyone you know does the same. It's time to rebuild the backbone of this country. Biden tente le tout pour le tout. L'ancien vice-président y a même emmené la superstar Lady Gaga. Vote for Joe. He's a good person. Thank you. Donald Trump, roi de la provocation, a tenu l'un de ses derniers meetings à Scranton, la ville natale de Joe Biden. Si les 20 grands électeurs de cet État du nord-est du pays ne feront pas gagner à coup sûr la présidentielle, il sera très compliqué de l'emporter sans eux. Nous reviendrons donc sur les résultats de ces votes et sur le déroulement de ces présidentielles dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 21h dans le cadre du programme Tout au clair. Une émission très enrichissante présentée par Frédéric Moutomé. Elle sera diffusée simultanément sur la page LTM TV officielle. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir.